Parce qu'ensemble, c'est mieux. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de l'Afropolitaine. L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes africaines. Parce que chaque Afropolitaine a un parcours différent et inspirant qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes africaines se rencontrent, échangent et s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir ces magnifiques parcours de femmes africaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire entrer dans l'univers de Paola. Hello Paola. Hello Mélissa. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui tu es, te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ? Alors moi je m'appelle Paola, je suis âgée de 37 ans. Ah, tu ne les fais pas du tout. Ah bah voilà. Honnêtement, tu vois. black don't crack. Et du coup en fait je suis atteinte d'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a environ 6 ans. De base, je suis une jeune femme qui aime la vie, qui aime rire, qui aime rigoler, qui aime voyager, qui aime plein de choses. Et à un certain moment de ma vie, les choses se sont arrêtées brutalement parce que petit à petit, j'ai été atteinte de douleurs, de très très fortes douleurs. Donc ça a été crescendo jusqu'au moment où ça a été la catastrophe parce que j'avais des problèmes au niveau de la digestion, j'avais des problèmes digestifs, j'avais des problèmes d'absentéisme au travail parce que ça commençait à devenir à répétition. Sachant que dans mes souvenirs, je sais que j'avais déjà des problèmes d'absentéisme à l'école. Mais je prenais ça, je me suis dit, c'était banal. C'était banal, quoi. Et dans ma vie de couple, on s'est dit qu'on va essayer de faire un enfant. Je suis mariée depuis 3 ans, on est ensemble depuis 12 ans. Et on s'est dit qu'on va essayer de faire un enfant. Il y a 9 ans, on s'est dit, on va se lancer. Mais sauf que les douleurs persistaient et puis montaient crescendo, jusqu'au moment où je tombais dans les pommes, où j'allais tous les mois aux urgences. C'était vraiment la catastrophe. Le dernier passage aux urgences a été vraiment le moment où on s'est dit, là, ça va trop loin. Parce que je repartais en fait seulement avec du spasfon. Donc j'ai vu en totalité 25 gynécologues qui m'avaient jamais diagnostiqué la maladie et je suis tombée sur une qui m'a dit non mais là il faut faire un gros bilan. Et c'est là que le coup fatal est tombé. J'étais atteinte d'endométriose, mais sauf que là les douleurs étaient beaucoup trop intenses. Et la maladie s'était complètement développée, en fait. Elle s'était développée partout. Et il a fallu passer par la case chirurgie en urgence. Donc, j'ai été opérée par un professeur très réputé à Rouen. J'ai dû aller à Rouen. Donc, j'ai dit tout de suite à ma famille, moi, si vous n'êtes pas là à mes côtés, je ne pourrais pas le faire. Parce que, il s'agissait d'opérer le rectum, le côlon, l'utérus, les ovaires, la totale, quoi. Donc, suite à ça, je me suis dit, c'est bon, parce que moi, on ne m'avait pas expliqué l'endométriose, le fin fond de l'endométriose. Je me suis dit, c'est bon, je me suis fait opérer, je vais pouvoir faire mes enfants et au revoir l'endo, quoi. Et en fait, non, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé, les problèmes de fond, je veux dire. C'est-à-dire que quand on se fait opérer, c'est juste pour éliminer les douleurs, minimiser les douleurs, mais c'est une maladie qui est chronique. Donc, du coup, dans 2-3 mois, c'est reparti, en fait. C'est reparti. Donc, entre-temps, on vous donne des médicaments, des traitements qui sont très lourds avec des effets secondaires, prise de poids, dépression, perte de cheveux. On ressemble à un vrai monstre, en fait. On prend vraiment beaucoup de poids. Et ça, on ne m'avait pas dit. Donc, après l'intervention, donc, je suis passée par ces phases-là pour justement me préparer à faire la fécondation in vitro parce que du coup, à cause de l'endométriose, je suis en infertilité secondaire et je ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Donc, on a dû avoir recours à la fécondation in vitro. Et entre-temps, on vous donne ces traitements hormonaux qui vous déglinguent le cerveau, quoi. Waouh, c'est fort parce que d'entrée de jeu, tu rentres dans le vif du sujet. Ouais. C'est waouh. Ouais. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément... parce que c'est vrai que c'est un langage vraiment d'initié que tu viens d'évoquer avec des termes assez spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous définir en fait qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? Parce que c'est un mot effectivement que les gens entendent de plus en plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment en quoi consiste cette maladie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors en fait, l'endométriose,
C'est une maladie chronique qui atteint une femme sur 10, donc ça fait presque 176 millions de femmes dans le monde. Il existe autant d'endométriose qu'il existe de femmes. Donc en tout cas, pour mon cas, je suis stade 4. Il existe 4 stades. Je suis stade 4. Maintenant, c'est pas parce qu'on est stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 que la douleur est minime ou moins forte. Ou... Il y en a qui peuvent avoir des enfants avec le stade 4, il y en a qui n'ont pas de douleur avec un stade 4. Et en fait, si vous voulez, avec des termes simples, je vais essayer d'être le plus simple possible, c'est quand une femme a ses règles en général, le sang s'écoule vers le bas. Et là, il s'avère qu'il s'écoule effectivement vers le bas, mais il reste stagné sur certaines parois. Moi, ça a été sur le côlon, la partie digestive, la vessie, un petit peu sur la vessie, et le rectum. Il y a des personnes qui vont être atteintes au niveau des yeux, au niveau du nombril, au niveau du cerveau, au niveau du poumon. Il y en a, c'est au niveau des épaules, des bras, des jambes. Ça peut... Enfin, voilà, il existe vraiment moult endométriose, en fait. Et ça peut vous empêcher d'avoir des enfants. Ça génère des douleurs atroces, comme si on vous mettait un coup de poignard dans le ventre, en fait. Et c'est horrible. Donc, la sexualité est atteinte, notre vie de femme est atteinte. C'est très tabou encore. Il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés à ça, donc qui vont nous dire « Oh, mais c'est juste des douleurs de règles, c'est rien ». Et du coup, il peut s'écouler 6 à 10 ans avant d'être diagnostiqué. C'est énorme. Et c'est ce qui a été mon cas. C'est-à-dire que moi, j'ai été diagnostiqué, j'avais déjà 34 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. C'est compliqué. Parce que du coup, moi, 37 ans, c'est jeune encore pour avoir des enfants à 37 ans. Bien sûr. Ben, moi, non, je suis en bout de parcours, en fait. Ça y est. Là, c'est la dernière ligne droite. Je suis en train de faire ma dernière ligne droite. Il y a beaucoup de discrimination aussi au travail. Parce que forcément, on est plus absente. On est moins productive au travail. Et les collègues ne comprennent pas forcément ça. Et puis, ce n'est pas des choses qu'on a envie de partager. Enfin, même au niveau de la fécondation in vitro, on est amené à être, pendant 12 jours, c'est le parcours du combattant parce qu'on s'injecte des hormones. Le lendemain, à telle heure, il faut aller au laboratoire pour qu'on puisse vérifier le taux d'hormones et compagnie. Après, 2 heures après, on vous appelle pour pouvoir prendre un rendez-vous pour une échographie. Ça peut mettre du temps parce qu'on passe comme une patiente lambda. On arrive en retard au travail, il faut justifier ça. Et ça, c'est 12 jours. Ensuite, il y a les transferts, il y a un protocole qui est lourd. Et quand on travaille, c'est compliqué, quoi. En plus des absentéismes. Donc du coup, pour mon cas, en tout cas, à un moment donné, entre les douleurs, les traitements, les hormones, l'entourage, la vie qui continue, l'entourage qui n'est pas forcément présent parce que du coup, c'est compliqué, j'ai fait un burn-out et j'ai été en arrêt maladie. Et du coup, il a fallu faire comprendre à mon employeur que je ne pouvais plus pratiquer mon emploi, que j'adorais en plus. Être debout, piétiner, se lever très tôt, ça devenait compliqué. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée 3 fois. Donc j'ai dû être en arrêt maladie pendant 1 an et demi. Donc les ressources financières diminuent. Ça prend un coup sur le couple. Entre les fécondations in vitro qui ne marchent pas, moi qui suis à la maison, douleur, dépression. Enfin, il y a tout un cheminement qui est compliqué. La mutuelle qui ne suit pas forcément, qui ne rembourse pas au bon moment. La sécurité sociale qui ne prend pas ça comme une maladie sérieuse. Ça a été vraiment très compliqué. Enfin, je suis rentrée dans un truc où la dépression a pris le dessus. Je me suis complètement recroquevillée sur moi-même. Et l'endométriose, c'est tout ça en fait. C'est vraiment tout ça. L'endométriose, c'est pas que les douleurs et les règles douloureuses. C'est tout ça. Ça impacte vraiment toute une vie en fait. Une vie sociale, tes relations amoureuses, tout ce qui fait ta vie. Et je trouve que c'est super poignant et super touchant en fait, parce que c'est vrai que dans les médias de plus en plus on assiste à une mouvance où on en parle, mais c'est vrai qu'on met énormément le doigt sur les douleurs au niveau des règles. Mais par exemple tout ce que tu viens de dire, les difficultés pour enfanter, les difficultés d'un point de vue sexuel et autres, c'est vraiment des choses dont on parle pas assez de mon point de vue. Et je te trouve vraiment très 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 courageuse d'en parler. Et je voulais te demander si tu devais lancer un appel
au personnel soignant justement qui t'ont reçu et qui ont minimisé ta maladie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors à un moment, j'ai été très en colère. Il y a combien de fois je suis ressortie du cabinet en pleurs, en appelant mon entourage, en pleurs, en cherchant de l'aide, quoi. J'ai même, moi, par ma propre initiative, ce qui est compliqué de dire que on va devoir avoir recours à une aide psychologique, j'ai cherché de l'aide par rapport à ça. J'ai été cognée aux portes pour dire j'ai besoin d'aide, aidez-moi, parce que je vais dire les choses crûment. J'ai eu envie de me foutre en l'air plus d'une fois. Plus d'une fois, j'ai voulu passer à l'acte parce que les douleurs, parce que ma vie, parce que je veux pas ça. Je suis quelqu'un de plutôt solaire, je suis quelqu'un de plutôt qui a envie de faire les choses, qui aime la vie. Et là, je me retrouvais dans un truc où j'étais au fond du gouffre et j'arrivais pas à m'en sortir. Et quand on arrive face à un médecin qui est complètement froid, déjà l'attitude froide, sec, ou des secrétaires médicales qui s'en foutent, quoi. Bah, c'est compliqué. Et en même temps, on est dans un système où je peux comprendre aussi leur point de vue, dans le sens où ils sont pas forcément formés pour ça. Y a une charge de travail mais intense autour de tout ça. En tout cas, pour tout ce qui est fécondation in vitro, il y a des dossiers vraiment mais fous. Et on peut pas prendre le temps avec tout le monde. Donc aujourd'hui, si je devais dire quelque chose à ces personnes-là, c'est merci. Merci, parce que grâce à ça, en fait, c'est vrai que ça m'a foutu dans le trou pendant longtemps, mais c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de me battre pour vraiment faire comprendre à toutes ces femmes de ne pas s'arrêter à ce personnel soignant qui est peut-être pas bienveillant, qui est peut-être pas à l'écoute, qui est peut-être pas à nos côtés. Il existe aussi plein d'autres manières de s'en sortir. Plein d'autres manières, il y a des associations comme nous, il y a des personnes qui sont là, qui sont à l'écoute. Ne pas hésiter à en parler à l'entourage, ne pas hésiter à en parler à son mari, ne pas hésiter à parler. Il faut parler. Ne pas s'arrêter à une secrétaire médicale qui était peut-être mal lunée ou peut-être que la gynécologue lui a donné une multitude de travail qu'elle n'a pas su gérer. Et du coup, nous, on arrive avec notre petit rendez-vous en se disant, peut-être qu'aujourd'hui, elle va être sympa. Et c'est peut-être pas le cas. Donc, ne laissez pas quelqu'un définir votre journée. Ne laissez pas quelqu'un vous bousiller votre journée. Déjà que c'est pas facile. Donc c'est dur ce que je dis parce que je suis passée par là et c'est pas facile. Mais il faut essayer de passer au-dessus de ça parce qu'il existe vraiment plein d'autres moyens de s'en sortir. Donc vraiment merci au personnel soignant parce qu'aujourd'hui je suis quelqu'un de fort et je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et même si demain, j'ai pas d'enfant, je sais que j'aurais été au bout des choses, quoi. Je trouve ça... Waouh. Voilà. Là, je suis... Waouh. Je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast également seront aussi touchées que moi, voire peut-être plus, je sais pas. Mais moi, ce que j'admire beaucoup dans ta démarche, c'est le fait que tu continues de te battre. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as lancé une association, Nous, qui promouvoit justement le dialogue de proximité autour de l'endométriose. Est-ce que tu pourrais justement nous en parler un peu plus? Oui, alors paradoxalement, c'est moi qui suis atteinte, c'est moi qui galère, mais j'ai tout un entourage derrière moi. Alors, je suis pas quelqu'un qui ait énormément de copines, je suis pas là-dedans, mais c'est vrai que j'ai des gens vraiment proches autour de moi, ma famille, mes amis qui me soutiennent, qui me tirent vers le haut à chaque fois que ça n'allait pas. Et pourtant, il y a des fois où je me suis terrée dans des silences et dans des dépressions en faisant comme si, parce que la dépression, c'est ça aussi, c'est de faire comme si tout va bien. Mais personne ne se douterait qu'en vérité, chez moi, je pète les plombs et que mon mari ne sait plus par quel bout me prendre, quoi. Tellement ça va pas. Mais quand je suis à l'extérieur, personne ne voit rien. Non, tout va très bien. La dépression, c'est ça. Mais sauf que j'ai mon frère qui m'a suivi du début à la fin. On a 7 ans d'écart. C'est mon petit frère et il sait percevoir en moi quand ça va pas. Et un jour, il m'a dit, Paola, je sens que tu es en train de vriller, il faudrait vraiment que tu te fasses aider parce que on a tout essayé et je sais plus quoi faire en fait et je sens que tu vas sur un chemin dangereux. Donc j'ai écouté ses conseils et j'ai continué le combat pour trouver un bon psychologue qui m'a suivi. J'ai été suivie aussi par une ostéopathe qui fait office de psychologue pour aller creuser au fin fond de mon corps et de mon âme pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, parce qu'il n'y a pas que l'endométriose en fait, c'est un tout et il fallait réparer tout ça.
Et du coup, mon frère a suivi tout ça, a suivi mon cheminement. J'ai commencé à me renseigner. Alors, on va commencer par le début. Donc, quand j'ai commencé le psychologue, l'ostéopathe, je me suis dit, Paola, tu pars en vrille, fais quelque chose. Donc, j'ai pris un billet, j'ai tout quitté pendant 10 jours. Alors, ça a été mal perçu par ma famille, ils ont pété les plombs. Mais j'avais besoin de me retrouver. J'avais jamais fait ça, en fait. Je m'étais jamais retrouvée seule. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose pour moi et que je me retrouve moi et moi, face à moi. Donc, j'ai pris un billet, je suis partie en Guadeloupe pendant 10 jours. J'ai pris ma voiture, je suis partie en Guadeloupe, là-bas, avec ma petite voiture de location. Et quand je suis revenue, je me suis dit, OK, c'est bon, maintenant, je me reprends en main. Donc, j'ai continué mes séances de psychologue. Ostéopathe. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je voulais faire du yoga. Donc, je me suis mise au yoga. Méditation. Je me suis vraiment aussi mis dans la spiritualité, vraiment. Je suis vraiment rentrée aussi là-dedans. Et on ne m'avait pas expliqué profondément ce qui était le changement alimentaire, qu'il fallait que je change ma façon de manger. On m'avait dit, oui, il faut que tu changes, il faut que tu enlèves le gluten. Oui, mais ok, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait? Le sucre, pourquoi? Le gras, pourquoi? Le lait, pourquoi? Donc, j'ai commencé à me renseigner sur ça. Je me suis inscrite à la médiathèque. J'ai commencé à reprendre la lecture. Donc, au début, c'était 5 pages. Bon, je mettais le livre de côté. Après, ça a été 10 pages. Bon, ok. 15 pages, 20 pages. Et puis, là que j'ai commencé à lire 100 pages, 200 pages, un livre par semaine. Plus le yoga, plus l'alimentation, plus la psychologue, l'ostéopathe, l'entourage, le mari, qui est présent aussi et qui me suit dans mon cheminement, je suis ressortie de là encore plus forte. Je me suis dit, bon, déjà, la fécondation in vitro, on fait une pause, c'est bon, fin, on arrête, il m'en reste 2. Donc là, on va maximiser toutes nos chances pour que je sois dans les meilleures conditions pour le faire. Et à partir de là, quand mon frère a commencé à voir que j'allais mieux, il est venu un jour chez moi et il m'a dit, écoute, ce qui t'est arrivé, c'est fou. C'est un truc de fou, ce qui t'est arrivé. La transformation est folle. Il faut faire quelque chose. Ouais, d'accord, ok, mais quoi? Créer quelque chose. Ouais, d'accord, ok, mais quoi? Je sais pas, une association, il faut en parler, écrire un livre, je sais pas. Il faut aider ces femmes qui n'y arrivent pas. Parce que toi, tu as eu la volonté de pouvoir te relever, te reconstruire. Mais il y a peut-être des femmes qui sont au bord du gouffre, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de mari, qui peut-être ne peuvent plus avoir d'enfants parce qu'elles sont arrivées au bout. Viens, on fait quelque chose. Ouais, un collectif alors. Au début, il me dit oui. Alors, on était parti sur un collectif. Et puis finalement, j'ai tellement été dans le projet que je lui ai dit, tu sais quoi, on va faire une association. Il m'a dit, non, mais toi, t'es folle. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, attends, tu m'as dit, on fait un truc. Ouais. Viens, on le fait, mais on le fait bien alors. Donc, du coup, on s'est dit, et j'ai dit, tu sais quoi, on va même aller plus loin que ça. C'est toi qui vas être le président. Ah, carrément. Oui. J'ai dit, toi, tu vas être le président parce que moi, j'ai envie d'être sur le terrain, j'ai envie d'aller voir les gens, j'ai envie d'être auprès des femmes, j'ai envie d'aller dans les écoles, j'ai envie d'aller dans les maisons de quartier, j'ai envie d'aller dans la rue, j'ai envie d'aller aider toutes ces femmes en Guadeloupe qui galèrent parce qu'elles n'ont pas de financement pour venir en France se faire soigner, parce que au niveau de l'accompagnement, elles ne peuvent pas financer une personne accompagnante pour venir en France, elles n'ont pas de logement pour venir... Enfin, c'est une galère monstre. Et je me dis, bon, si j'aurais aidé une femme, c'est déjà beaucoup. Donc j'ai dit, allez, c'est parti. Et donc là qu'en novembre, on s'est mis à créer ça. Et l'association a été créée en décembre, janvier. Voilà. Donc au moment où on avait commencé à mettre des plans d'action, voir comment on pouvait s'organiser pour faire des choses, boum, coronavirus, allez hop. C'est vrai que c'est une période sanitaire que personne n'attendait, ça a chamboulé pas mal de choses. Oui, moi, mais après, faut pas blâmer une contrariété. Ça nous a permis de prendre notre temps, d'explorer plein de choses, de voir ce qu'on pouvait faire. Donc voilà, non, c'est pas mal non plus. Je me suis beaucoup recentrée sur moi et du coup, pendant le coronavirus, je me suis mise à la course à pied. Ah c'est top. J'ai commencé par la marche. J'ai commencé à marcher et je me suis dit, si tu peux marcher, cours. Step by step. Je lui ai dit, tu marches, t'es là, tu marches, tu te réveilles à des 6h, 5h du matin pour aller marcher. Ça y est, tu fais déjà 5 km, 6 km, 7 km de marche. Vas-y, cours. Copine, cours, allez. 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Voilà, tous les matins, tous les 2-3 jours, je fais mes 8 km tranquille. Et effectivement, c'est ça que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a le médical et il ne faut pas négliger ça. On a besoin de ces médecins, on a besoin de ces infirmières, on a besoin d'eux pour avancer, faire des IRM. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi par rapport à l'endométriose parce que c'est une maladie qui est chronique. Mais au-delà de ça, il y a toute cette biomédecine qui est là pour nous aider.
l'ostéopathie, la naturopathie, la sophrologie, le yoga, la marche. Et je trouve que ça, c'est important en fait. C'est ça qui m'aide aujourd'hui. Alors, je ne peux pas dire aujourd'hui, parce que comme il y a eu le coronavirus, on était censé faire des groupes de parole Non, des examens médicaux. D'accord. Tu vois. Mais il y a eu le corona, donc du coup, tout a été bloqué et je dois reprendre là très prochainement. Donc, c'est vraiment prochainement que je verrai vraiment les bienfaits. Mais en attendant, je n'ai pas de douleur, je dors bien la nuit, je suis moins stressée. D'habitude, je ne peux pas marcher plus de 20 minutes, 30 minutes parce qu'après, ça commence à faire mal. Là, non, j'ai plus de douleur, j'ai perdu un peu de poids, j'ai pris de la masse musculaire. Non, vraiment, il y a que des bienfaits. Et puis, j'ai commencé le jeûne intermittent aussi. Ah ouais, ça, c'est pas évident, mais ça paye. Ouais, ça paye, hein. Non, franchement, nettoyer son corps, développement personnel, je me suis mise dans le développement personnel également. Et c'est tout ça qui, aujourd'hui, fait ma force. Et c'est ça que j'ai envie de dire à toutes ces femmes qui y est. Bon, moi, j'ai le temps en même temps, hein, je travaille pas. Donc, j'explore toutes les choses voilà, qui peuvent m'aider. Mais, comme tu dis, step by step. On peut commencer par un peu de marche, éliminer un peu le sucre et prendre du lait d'avoine, prendre du lait de soja ou mettre du lait de vache. Déjà, rien que ça. Essaye de lire 5-10 pages par jour. Et rien que ça, déjà, ça peut changer toute ta semaine, tout ton mois et voir peut-être ta vie. Bon, honnêtement, j'admire beaucoup ton parcours parce que ce que j'apprécie, c'est que tu ne laisses pas en fait, les circonstances négatives de la vie te mettre complètement down en fait. Non. Tu avances. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que tu aies eu le courage en fait, de lancer cette plateforme. Parce que quand on souffre de quelque chose, c'est pas évident. Mais le fait d'en parler publiquement aux gens et d'accepter justement d'aider les gens, c'est juste formidable. Oui, merci. Et par rapport à cette maladie, est-ce qu'il existe un traitement? Est-ce qu'il existe quelque chose qui pourrait aider les personnes atteintes à guérir? Et est-ce que tu pourrais également nous dire vers quelle structure justement les personnes atteintes d'endométriose peuvent se tourner? Alors, je vais te décevoir parce que il n'existe pas de médicaments. Il n'existe pas de traitement. À partir du moment où une femme te dit ouais bah voilà je me suis fait opérer d'endométriose, si le médecin, le professeur, le chirurgien est bienveillant, c'est que il lui a proposé cette solution parce que là il n'y avait pas d'autre alternative et que il est obligé de passer par la case chirurgie. Pour mon cas, on était déjà arrivé à un stade critique, c'est-à-dire que j'étais à l'aube de l'occlusion. C'est-à-dire, on peut parler crûment ou... Oui, sans filtre, il n'y a pas de souci. Pas de filtre, ok. C'est-à-dire que ça faisait déjà 3 semaines que j'allais plus à la selle. D'accord. Et que clairement, sur l'imagerie, donc tout ce qui est IRM, écho, on voyait même plus mes organes en fait. Et là, je pense que la phase d'après, tu vomis tes selles. Quand tu commences à vomir tes selles, c'est que tu vas mourir en fait. Donc là, je ne pouvais plus marcher. Je pouvais difficilement uriner, j'urinais du sang. J'avais des selles plein l'estomac. Donc quand on en arrive là vraiment, il faut vraiment arriver à l'opération. Alors maintenant, on n'est pas obligé d'en arriver jusque-là. Moi, c'est parce que les choses ont tardé et que je n'ai pas été prise en charge avant. Il y a eu des années d'errance médicale, donc, ce qui fait que j'en suis arrivée là. Mais dès lors où une femme commence à se faire diagnostiquer et que le médecin ou le professeur chirurgien lui dit bon voilà, on va se faire opérer, vous allez devoir passer par la case chirurgie, c'est parce que là il veut essayer de minimiser les douleurs, il veut essayer de trouver une solution à sa douleur. Mais l'endométriose est une maladie qui est chronique. Donc il faut savoir qu'il y a une chance sur 2 pour que la maladie revienne dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou pas, hein. Il y a des femmes, opération et ça y est. Mais il y a la chirurgie, il y a les traitements hormonaux aussi qui peuvent aider. C'est-à-dire que moi, ça m'a aidé dans le sens où j'avais plus les douleurs parce que pendant les règles, c'est les règles qui alimentent l'endométriose et qui font qu'à chaque cycle de règles, il y a du sang qui reste stagné, ça fait comme du sort de miel, si tu veux, et tous les organes se collent entre eux. Donc ça fait vraiment des grosses douleurs. Et quand on bloque ça, et du coup ça crée des kystes, des fibromes, des nodules, enfin tout ce que tu veux. Et quand on bloque ça, du coup on a un peu de répit. Mais sauf que le côté psychologique est complètement atteint, quoi. Donc, tu n'as plus de douleur, ok, mais dépression, prise de poids, et c'est compliqué. C'est compliqué de gérer les deux. Voilà, donc à un moment, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je préfère souffrir de douleur ou est-ce que je préfère souffrir psychologiquement? Donc, et à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre de souffrir, je préfère souffrir psychologiquement. Et là, novembre, décembre, après mon voyage, j'ai dit, non, je souffre plus, quoi. On arrête tout.
médicaments, on arrête tout, je vais essayer autrement. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre tout ça en place. Et on verra ce que ça va donner. Mais en attendant, dans ma tête, dans mon corps, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Donc non, il n'existe pas de traitement. Il n'existe pas de... Maintenant, pour toutes ces femmes qui sont atteintes d'endométriose, vous avez Cochin, vous avez Saint-Joseph, vous avez Endo-France aussi, qui est vraiment plus sur l'aspect médical, aide psychologique, l'aspect vraiment technique. Vous avez Endomine, vous avez vraiment plein de choses comme ça mis à votre disposition pour vous aider à vous prendre en main. Ne pas, même pour toutes celles qui sont peut-être pas atteintes, celles qui ont des collègues, des copines, des mamans, des sœurs, qui connaissent quelqu'un qui ont des douleurs. Bon, même si c'est minime, c'est pas grave. La personne, elle lui dira, bon voilà, après un IRM, t'as rien. Bon, ok, t'as rien, on peut passer à autre chose. Au moins, il y a une prévention derrière et on est sûr de... On est sûr qu'il n'y a rien. Parce que laisser ça comme ça stagner, ça a des conséquences, mais considérables. Donc voilà. Et je voulais vraiment faire le distinguo aussi entre stérilité et infertilité. Parce que stérilité, infertilité, il y a un fossé, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est stérile, c'est quelqu'un qui vraiment ne peut vraiment pas avoir d'enfant. C'est une personne, un individu, un couple qui ne peut vraiment pas du tout avoir d'enfant. Infertilité, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant contre son gré et qui, malgré les essais pendant un an de rapport sexuel, n'a pas réussi à avoir des enfants. Là, on peut parler d'infertilité secondaire ou infertilité. Donc, c'est complètement différent. Mais attention, je ne veux pas faire peur à toutes les endo-girls ou à toutes les personnes qui sont atteintes d'endométriose. Il existe autant d'endométriose qu'il existe de femmes. Ça, je veux vraiment être clair sur ça. Et c'est pas parce qu'on a une endométriose que c'est foutu, que voilà, qu'on n'aura jamais d'enfants. Il y a plein de femmes qui ont l'endométriose et qui ont réussi à avoir des enfants naturellement. Il y en a qui ont réussi avec des fécondations in vitro. Il y a des choses aussi qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses, c'est l'univers qui décide aussi. Donc voilà, faut pas non plus. Je voudrais pas non plus trop noircir le tableau, même si c'est pas très jojo, mais faut pas avoir peur d'aller consulter. Voilà. Ne pas avoir peur d'aller consulter parce que c'est ça qui nous permet justement de mettre en lumière le plus tôt possible si on a la maladie. Et il y a des études scientifiques qui évoquent le fait qu'il y aurait un lien entre les violences sexuelles dont on a pu être victime et puis les maladies d'ordre gynécologique, que ce soit le cancer du col de l'utérus ou l'endométriose. Nous, les femmes noires, directement pour certaines, malheureusement, il y en a qui ont subi des violences sexuelles, d'autres qui indirectement les ont subies. Je dis indirectement dans la mesure où, dans l'ADN de nos ancêtres, du fait de la colonisation, de l'esclavage, il y a beaucoup de nos mères, de nos ancêtres qui ont subi des violences sexuelles. Et du coup, il y a des études qui montrent que ça pourrait également avoir des répercussions sur les femmes afrodescendantes. Est-ce que tu penses que c'est ça également qui explique le fait que beaucoup de femmes africaines soient atteintes d'endométriose ? Il doit y avoir de ça. C'est marrant que tu me parles de ça. J'avais pas du tout prévu d'en parler. Mais comme on a dit, il m'a dit collectif, j'ai dit ok, mais viens, on fait une association. Là, tu me parles de ça, on a dit qu'on parlerait d'endométriose, tout ça, mais étant donné que tu mets un point sur ça, je vais faire les choses jusqu'au bout. Et effectivement, j'ai été agressée sexuellement. Donc, il a fallu faire un travail de fond par rapport à la psychologue, par rapport à l'ostéopathe. Il a fallu me reconstruire pour comprendre en fait qui j'étais, parce que j'avais complètement enfoui ça en moi en fait, si tu veux, et ça a refait surface, boum, un matin, boum, ça refait surface, et là tu pètes complètement les plombs, en plus avec les médicaments, tout ce que t'as pu endurer pendant toutes ces années. Et c'est bien que tu me parles de ça, parce que peut-être que j'en aurais pas parlé. Et du coup, tu me pousses à aller au-delà de ce que je pensais pouvoir faire. Et aujourd'hui, oui, voilà, il faut que je le dise. Oui, j'ai été violée. Et c'est peut-être ça qui m'a déclenché cette maladie, en fait. Parce que du coup, j'étais dans un déni total. Et en subissant ça, il a juste déposé une bombe, en fait, dans mon corps, à retardement. Il a juste déposé ça là, et puis l'endométriose a fait sa petite vie et s'est déclenché un jour comme ça. Donc
Parce que l'endométriose, certainement, je l'avais déjà depuis longtemps, hein, certainement, mais peut-être que ça ne se serait pas dévoilé, enfin, ça se serait pas, on n'aurait peut-être même pas vu, en fait. Et j'ai vécu avec ça pendant toutes ces années. Et donc oui, je pense qu'il y a, on n'en parle pas assez, mais je pense qu'il y a peut-être une relation avec le fait qu'il y ait des femmes qui ont été violées ou qui ont eu des problèmes d'abus sexuels ou des choses comme ça par rapport à tout ce qui est maladie gynécologique. J'ai même envie de dire que j'en suis convaincue, mais après, je peux pas dire et confirmer que toutes les femmes qui ont l'endométriose ont été violées. Mais je pense que, en tout cas pour mon cas, ça a contribué beaucoup. Ça a contribué beaucoup, c'est quelque chose. Parce que je m'en suis beaucoup voulu et quelque part, je me suis punie moi-même en fait. Parce que pour moi, c'était ma faute. Pour moi, c'était ma faute et j'étais jeune. Et pour moi, c'était ma faute et je m'en suis voulu. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, j'ai réussi à accepter mon passé. Je ne suis pas coupable de ce qui m'est arrivé. Ce n'était pas ma faute. Et il faut avancer. Il faut avancer parce que c'est passé. Ça y est, c'est passé et il faut avancer. Il faut que je combine avec ça dans tous les cas. Donc, il est hors de question que cette maladie me pourrisse la vie parce qu'il y a un intrus qui est rentré dans mon corps alors que je ne lui avais pas demandé. Et il a déjà bien pourri ma vie. Donc, à un moment, tu es obligé de te relever et te dire oh, stop. Il s'est passé déjà tout ça dans ta vie, tu n'as rien demandé en fait. Tu n'as rien demandé. Donc voilà, je remercie la vie de me donner cette force, cette niaque de pouvoir avancer. Je remercie la vie d'avoir un mari aimant. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je lui ai appris ça. Il n'y a vraiment pas longtemps. Ça a été compliqué. Mais voilà, à un moment, tu es obligé de te reprendre en main et d'avancer. Donc merci Mélissa. C'est fou la vie. C'est fou. L'univers, c'est vraiment fou parce que j'avais vraiment pas prévu de parler de ça. Et je pense qu'à un moment, il faut mettre aussi un doigt sur ça. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la femme, et qu'il y a des femmes peut-être qui sont au fin fond du gouffre, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que l'endométriose, parce que peut-être il s'est passé des choses comme ça dans leur vie. Et j'ai envie de dire à toutes ces femmes que on peut se relever, on peut y arriver en tout cas. En tout cas, j'essaye du mieux que je peux. En tout cas, tu me remercies, mais c'est moi qui te remercie. Parce qu'honnêtement, de mettre en lumière tous ces mots, moi je trouve que ça demande énormément de courage de le faire. Et je pense que ce que tu as dit, ça va faire écho au cœur de beaucoup de femmes et ça va aider beaucoup de personnes. Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que c'est quand on met les mots sur les mots MAUX qu'on avance. Oui. Et tu le fais très très bien et je te remercie pour cela. Alors, toutes les bonnes choses, malheureusement, ont une fin. Oui. On arrive à la fin de ce podcast. Oui. Et du coup, je voulais te demander, pour clôturer, pourquoi tu as accepté de participer à ce podcast et un dernier mot pour toutes les personnes qui nous écoutent. J'ai accepté de participer à ce podcast parce que j'avais vraiment envie d'être la voix, peut-être, de celle qui sombre, de celle qui peut-être qui va pas bien. Comme tu as dit, c'est une façon de mettre les mots sur les mots. Et si je peux contribuer à aider quelqu'un à se dire, si elle y est arrivée, si elle a entrepris tout ça et qu'elle essaye d'y arriver, c'est que moi aussi je peux. Et j'ai envie d'encourager toutes ces femmes afro-caribéennes, toutes ces femmes qui galèrent, toutes ces femmes qui souffrent, toutes ces femmes qui sont seules. J'ai envie de leur donner une force et voilà, toutes mes pensées les accompagnent et on est là pour ça, quoi. De surtout pas hésiter à nous solliciter parce qu'on est là pour ça. C'est pour ça que je voulais participer à l'Afropolitaine. En tout cas, merci beaucoup Paola de t'être ouverte comme ça à nous et d'avoir dit les choses aussi franchement et avec tout ton cœur. Merci beaucoup. Merci Mélissa. Et longue vie à ton association parce qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Mille merci. Merci à toi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'Afropolitaine.